Bonjour à toutes et à tous. On va commencer à l'heure parce que on a déjà pas beaucoup de temps, donc utilisons le maximum. Je suis donc Cyril Bègue, je suis médecin généraliste, président du comité scientifique de ce congrès et secrétaire général adjoint du Collège de médecine générale. Les négociations conventionnelles viennent de se conclure sans accord. C'est donc un règlement arbitral qui va régir dans un premier temps les relations entre nous, les médecins libéraux, et l'assurance maladie. Nous avons donc voulu organiser cette session qui réunit les syndicats représentatifs des médecins généralistes et la Caisse nationale d'assurance maladie afin d'échanger avec vous sur le bilan et les perspectives pour la suite. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Paul Frappé, président du Collège de la médecine générale, je vais faire dans l'ordre comme ça, hein, Claude Bronner, vice-président de Union Généraliste FMF, Agnès Gianotti, présidente de MG France, Luc Duquesnel, président des généralistes CSMF, et M. Thomas Fatome, directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, on va commencer sur chacun. Que souhaitez-vous nous dire de ce qui s'est passé sur les négociations conventionnelles, avec des présentations courtes, des interventions courtes de 2-3 minutes. Je vais être obligé de vous couper sinon. Il n'y aura pas d'intervention tout de suite et ce sera à la fin qu'on pourra échanger avec vous. Paul, je te laisse commencer. Alors je vais essayer de faire très court pour ne pas commencer à prendre du retard dès le début. Bonjour à tous. L'analyse du point de vue du collège sur ces négociations, on aura envie de dire que c'est un échec, on va dire que c'est peut-être plus une déception. Voilà, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas eu, c'est pas un bras de fer dont il sort un vainqueur. Après, le fait qu'il n'y ait pas eu de signature, c'est peut-être quand même un signe qui peut être interprété comme quelque chose de sain, parce que voilà, les médecins n'ont pas souhaité signer quelque chose simplement pour avoir plus d'argent, parce qu'il y avait d'autres choses derrière qui traduit cette absence de signature. Je crois que ce que ça traduit, c'est une quête de sens de la rémunération, une quête d'être reconnu dans ce qu'on l'on fait, de recentrer cette valorisation sur ce qui a de la valeur en tant que médecin, en tant que patient en attente de soins de médecine générale. Et cet éloignement progressif peut-être de ressenti de la valorisation vis-à-vis de ce qui a de la valeur, il faut rappeler que c'est un des piliers, sans doute l'un des plus importants du burn-out, hein, de se sentir valorisé dans ce que l'on fait, et je crois que ça participe à l'exaspération et à la fatigue et au burn-out des médecins que de sentir cet éloignement progressif de la rémunération vis-à-vis de ce qui est le cœur de son travail et non pas simplement faire des papiers, faire de l'administratif. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je passe la parole donc à Claude. Ouais. À Monsieur Fatome. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à vous de cette invitation. Très heureux d'être à ce congrès, à cette table ronde. Et si je peux me permettre aussi, Monsieur le Président Paul Frappé, très heureux du partenariat qu'on a avec le Collège de médecine générale sur beaucoup de sujets et du dialogue qu'on a eu, y compris un certain nombre de collaborateurs de l'assurance maladie qui sont encore là ce matin, qui ont pu participer à différents travaux. Très rapidement, moi je voudrais revenir sur... on n'a pas réussi cette négociation au sens où on n'a pas abouti à un accord. C'est des choses qui arrivent durant le dialogue social. Il ne s'agit pas de minimiser le fait qu'on n'ait pas abouti, mais c'est des choses qui arrivent. Mais je voudrais plutôt repartir très rapidement de constats et d'enjeux partagés, parce que je crois qu'ils ont été partagés. Ce fameux effet de ciseau, entre plus de patients à prendre en charge et moins de médecins, cette tension du coup qui existe à la fois chez les patients qui ont du mal à trouver un accès aux soins et chez les médecins qui sont sous pression. L'intérêt aussi d'un certain nombre de dispositifs pour accompagner les médecins, notamment les médecins traitants, les médecins généralistes, bien sûr au premier rang les assistants médicaux, l'importance de l'exercice coordonné, la nécessité de simplifier l'exercice de la profession, de diminuer les charges administratives. Et je crois, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, le sentiment assez largement partagé, mais je ne parle pas à la place des syndicats évidemment, de la nécessité de mettre l'accès aux soins et le gain de temps médical en première priorité, avec bien sûr un sous-jacent pour essayer de renforcer l'attractivité de la profession, l'attractivité de la médecine générale. Donc voilà, moi c'est là-dessus que je continue à travailler.
On parlera sûrement de la suite. Pour nous, le dialogue n'est pas rompu, on n'a pas abouti. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, je reprends tout à fait ce que vous avez dit, il n'y a jamais de vainqueur, jamais de vaincu quand il y a un échec à une négociation. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Une occasion manquée pour les patients, pour les médecins, et la volonté de l'assurance maladie de poursuivre le dialogue au niveau national comme au niveau local pour accompagner les médecins généralistes et aussi les médecins spécialistes, en tout cas les médecins libéraux, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci. Docteur Duquesnel. Oui. Ben, quand on a attaqué ces négociations, pour les médecins généralistes, le but, c'était premièrement d'améliorer leurs conditions d'exercice, et pas seulement par des revalorisations tarifaires, leur permettre de prendre en charge plus de patients, mais sans travailler plus, pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il y a déjà beaucoup de médecins généralistes qui travaillent de trop, très clairement. C'était aussi redonner en même temps envie aux jeunes d'être médecins traitants, libéral, médecins de famille, et donc, quelque part, améliorer l'accès aux soins. Et dans cette convention, ce texte qu'on n'a pas pu signer, il y avait des mesures qui, très clairement, l'assouplissement du dispositif sur les assistants médicaux, la hiérarchisation des actes, prendre en compte aujourd'hui ce qu'est le travail du médecin traitant. Oui, on a des consultations longues pour des patients polypathologiques, des consultations de 30-45 minutes, et on avait mis le pied dans cette hiérarchisation. Revaloriser le forfait patientèle médecin traitant, même si pour nous, ça ne devait pas se limiter aux ZIP. Donc, il y avait des avancées. Et puis, par contre, il y avait des choses qui sont inacceptables. Comment imaginer que dans nos structures, dans nos MSP, dans nos maisons médicales, on ait des médecins, parce qu'ils ne pouvaient pas cocher le CET, parce qu'ils sont à temps partiel, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient en cumul emploi-retraite, aller faire pour... Alors que moi, je vais faire des consultations à 60 € pour des patients de plus de 80 ans en ALD. Mon confrère, la même consultation, le même temps, allait les faire à 26,50 €. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour nous. Et puis se poser des questions, est-ce que finalement, la priorité, c'était vraiment la qualité des soins. Quand on me permet de faire 50% de mes actes en téléconsultation, c'est-à-dire quitter mon cabinet, une partie de ma patientèle pour faire ça chez moi, se dire que les mesures prioritaires pour accéder l'accès aux soins, ça allait être au 1er janvier 2025. Après ça, ça a été 1er octobre 2024. C'est se poser aussi ces questions-là par rapport aux partenaires. Est-ce que finalement, améliorer l'accès aux soins, mais plutôt que l'accès aux soins, je veux dire, nous permettre de répondre aux besoins de santé de la population, parce qu'on est dans un système de consumérisme médical. Finalement, c'est même pas répondre aux demandes de soins, c'est plutôt répondre aux besoins de santé de la population, et en gardant une qualité des soins. Et finalement, c'est des questions, moi, qui restent toujours en suspens, sur là où on a échoué, parce que globalement, c'est un échec collectif. Mais pour beaucoup de médecins généralistes, je trouve que Paul est particulièrement optimiste. Moi, je veux dire, c'est un échec cuisant, c'est un échec dramatique pour beaucoup de médecins généralistes sur le terrain aujourd'hui. Des gens qui sont en souffrance, parce que quand j'entends le ministre de la Santé qui dit « j'entends la colère des médecins généralistes », j'aimerais qu'ils entendent la colère de la population. Mais ça devient insupportable sur nos territoires de se dire, moi qui suis médecin de famille, me dire qu'il y a des patients diabétiques, insuffisants cardiaques, qu'on ne peut pas prendre en charge. Je n'ai pas fait médecine générale pour ça. Docteur Gianotti pour MG France. Merci Luc, parce que du coup j'ai plus de temps pour vous parler d'autre chose. Parce qu'évidemment je souscris à tout ce qu'il vient de dire. D'abord, quand on entend M. Fatto, et je le pense, on partage les mêmes objectifs. Donc la question, pourquoi on n'a pas pu signer quelque chose alors qu'on partage les objectifs? Donc ma question, et c'est ça que j'aimerais voir avec vous, c'est pourquoi on n'a pas réussi à signer. Donc je voudrais vous donner d'autres éléments qui ne sont pas directement en lien avec ces négociations, mais qui à mon avis donnent un éclairage. On a vu déjà la lettre de cadrage arriver en octobre, avec un... j'ai pas su quoi en penser, parce que pour moi il n'y avait pas de vision. Donc c'était une lettre de cadrage très longue et dont je n'ai pas su tirer quoi que ce soit, et je pense que ça déjà c'était mauvais signe. Après on a vu le PLFSS, tout le monde le sait, les dépenses de ville augmentant moins que l'inflation, c'était aussi un autre mauvais signe. Après on a eu les vœux du président, rappelez-vous, tout n'est pas qu'une question de moyens. On était tous furieux après ces vœux du président. Et dedans, il y avait le donnant-donnant. C'est-à-dire, pour avoir le rattrapage, il fallait bosser plus. Donc, on avait déjà le CET dans le discours du président. On a donc décidé de ne pas signer, comme l'a dit Luc, pour les mêmes raisons, parce que ça ne nous allait pas et que ça ne correspondait pas aux ambitions et aux objectifs pourtant partagés.
Et je vous donne un dernier élément. Le lendemain du jour de la conférence de presse où MG France a annoncé qu'on ne signerait pas suite au vote de notre comité directeur, le ministre sur France Inter, dans, je pense, une intervention qui restera dans toutes les mémoires, hein, parce qu'elle nous a marqué, dit le principal syndicat représentatif des médecins généralistes ne s'est pas négocié, n'a jamais négocié, n'a jamais fait de proposition, est irresponsable. Rappelez-vous ce qu'a dit Macron il y a 3 jours sur la CFDT, le principal syndicat représentatif ne s'est pas négocié, n'a pas fait de proposition, est irresponsable. Ce sont les mêmes propos mot pour mot. Donc ça, je pense que c'est une question de méthode. Et quand dans une méthode, on nous donne un cadre qui ne correspond pas aux ambitions, on ne nous donne pas les moyens, et bien forcément au bout, on ne signe pas. Donc la CNAM et nous étions dans la même seringue, et cette seringue, nous ne pouvions pas en sortir gagnant. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un échec. C'est un constat que la méthode employée ne convient pas et qu'il faut en changer. Docteur Claude Brunner, pour Union Généraliste. Bien, que vais-je rajouter sérieusement? Donc, le premier élément, il faut toujours balayer un peu devant sa porte. On n'a pas été très bons, nous, les syndicats. On ne s'est pas vraiment rencontrés pour discuter ensemble. C'était la 3e négociation conventionnelle que j'ai connue. J'aurais vraiment aimé qu'on prépare ensemble. Et puis également avec l'assurance maladie. Ça, c'est sur la méthode. Et les systèmes de diapos de l'assurance maladie ont été encore pires que les autres fois. Donc, on n'a collectivement pas été très bons. Mais mes collègues ont tout à fait raison. On ne pouvait aboutir à rien. Et je ne vais pas être long. Je vais juste vous donner 2 chiffres. En 2021, la médecine générale, c'est 10 milliards et demi. Nous tous, tout notre boulot, tous nos frais, 10 milliards et demi. On a dépensé 6 milliards et demi pour les tests. Il y a peut-être un problème quelque part dans notre pays, et c'est ce que tu viens de dire, Agnès. Nos politiques ne veulent pas comprendre qu'il faut investir sur la médecine générale. Et je parle exprès d'argent parce que finalement, le directeur de l'assurance maladie, il ne peut faire qu'avec ceux dont il dispose. Il a une enveloppe, il ne peut pas aller plus loin, et elle était absolument contrainte. Et maintenant, je pense que ça va être un peu la suite, maintenant, c'est comment on se sort de cette seringue, comment on s'en sort, alors qu'on a vraiment, vraiment besoin que nous ayons des solutions pour prendre en charge nos patients, comme l'a dit Luc. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup d'avoir respecté la règle du jeu. On est au top sur le timing. Et donc, on va pouvoir là maintenant parler des perspectives pour la suite. Selon vous, quelles sont les perspectives pour la suite? Et donc, on va commencer avec les syndicats et du coup, avec Dr Brunner, qui va pouvoir reprendre la parole. Alors, comment on s'en sort pour la suite? Moi, je crois que j'ai déjà commencé un petit peu. Il faut déjà qu'on change de méthode, tout simplement. Et qu'on prépare plus ensemble. C'est un appel à mes collègues aussi. Il y a eu des réunions, etc. Mais il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour trouver des modalités communes. Parce qu'en fait, quand vous faites une réunion dans un syndicat pour savoir ce qu'il faut faire, vous aboutissez à des listes extraordinaires. Alors, il faut tout changer, en fait. 5 milliards. Notre liste, elle fait 5 milliards. Nous. Tiens, c'est marrant. Ta liste fait 5 milliards, la mienne aussi. Non. Soyons sérieux, effectivement, pour parler moyens, il sait à peu près ce qu'il faudrait sur la médecine générale. Peut-être qu'on peut y arriver en plusieurs années, mais c'est bien ce qu'il faudra que notre pays mette s'il ne veut pas que la médecine générale coule. C'est aussi simple que ça. Après, comment on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une autre discussion. Est-ce qu'on met tout à l'acte? On met 50 €, tiens, ça fait justement ça. Est-ce qu'on met tout à l'acte à 50 €? Il y a peu de chances que ça résolve les problèmes qui se posent à notre système de santé. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Est-ce qu'on garde la ROSP? Mon syndicat dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la ROSP? Ça ne sert à rien.
Donc là-dessus, je suis probablement le seul à dire ça, mais on pense que la ROSP, on pourrait la mettre de côté. Est-ce qu'il faut un forfait structure qui prend vraiment en charge un certain nombre de choses? Bien sûr que ça a du sens. Et surtout, il faut que les médecins généralistes changent de logiciel et se mettent à travailler avec du personnel, alors que ce soit des assistants, des IPA, des ASALE, des infirmiers. Le problème n'est pas dans la définition, le problème est qu'il faut changer de logiciel. Ici, si je demandais, il y a très peu de gens qui ont une personne à temps plein qui travaille avec lui. Très, très peu. Et pour conclure, parce que l'argent, c'est quand même important, un temps plein au cabinet médical, je vous rappelle que les assistants médicaux payés par l'assurance maladie doivent être à 4 000 ou 6 000 actuellement. 4 000. On est à 4 000, on est 55 000 généralistes. Donc on voit un peu le gap. Si on veut embaucher quelqu'un, quel qu'il soit, c'est 35 000 €. Ben c'est 5 € sur le C. C'est aussi bête que ça, rien que pour embaucher une personne à plein temps. Et ça donne vraiment la mesure du fossé que nous avons à combler pour arriver à trouver des solutions qui restent à trouver, et il y a du travail. Dans le même ordre, Dr Gianotti. Bon, dans l'immédiat, il y a le règlement arbitral qui va arriver. On sait que l'enveloppe ne sera pas énorme. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? De toute façon, on n'est pas à l'abri d'une pas mauvaise surprise, hein, avec en tout cas un état d'esprit, des éléments qui seront dans le règlement arbitral, qui iront dans le bon sens de ce qu'on souhaite, au moins qui donnent une orientation pour après. Ce qui est sûr, c'est que si on ne nous donne pas des pinceaux, de la peinture et une toile pour dessiner une convention qui nous va, sans nous mettre un cadre tarabiscoté qui ressemble à rien, nous, s'il n'y a pas ça, on n'ira pas. Donc, pour qu'on se mette autour de la table des négociations, il faut vraiment qu'on ait un signe qu'on aura et les moyens et aussi des lignes simples, claires et qui nous vont. Les lignes simples et claires, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique. Il y en a 3. 1, l'attractivité de la médecine générale, puisqu'on est tous en train de partir. Donc, avec quoi allons-nous soigner la population? Sans médecin généraliste traitant, on sait dans le monde entier, il n'y a pas un système de soins qui marche. Bon, donc on a besoin de nous, et ça, pour ça, il faut qu'on reste. Donc l'attractivité de la profession financière et en conditions de travail. Donc effectivement, avec les assistants médicaux, les infirmières, ce que je sais, les IPA, bref, et d'autres choses. On va inventer, on est là, on va encore s'adapter, parce qu'on est la profession qui savons le mieux nous adapter. Nous nous adaptons à toutes les consultations en permanence. C'est ça notre qualité. Donc cette qualité-là, on ne va pas la perdre. Donc, 1, l'attractivité de la profession. 2, répondre aux besoins de santé de la population, c'est-à-dire les vieux, les gens malades, c'est ça. C'est pas les soins non programmés, ça suffit. C'est pas le SAS ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça les besoins essentiels. Et le 3e, c'est nos collègues spécialistes. Une des souffrances des généralistes en activité aujourd'hui, on a un patient qui va mal, on sait qu'il a besoin d'un spécialiste, il a probablement un cancer, on n'a pas de rendez-vous avant 6 mois, mais c'est insupportable, c'est pour ça que les gens s'en vont. Donc voilà, c'est ces 3 éléments-là. Il n'y a pas besoin d'autre chose dans la lettre de cadrage qui nous laisse dessiner ensemble avec la CNAM, parce que je tiens à dire qu'on a plaisir à travailler avec la CNAM. Sincèrement, on partage les choses, on raisonne. Ok, c'est des technos. Bon, nous, on l'est sans doute pas assez. Ça fait une moyenne, mais au moins, on partage entre les réalités de terrain et les raisonnements. C'est de l'argent public, c'est logique aussi. Donc, on a plaisir à y aller, on aura plaisir à y retourner. Sauf que, il faut les moyens. Sans les moyens, on n'y va pas, c'est clair. Bon, il y aura peu de différence avec ce qui a été dit précédemment. Nous, on appelle à la CSMF à une reprise rapide des négociations conventionnelles. On peut pas, il y avait une telle attente qu'on ne peut pas en rester là où on en était. Alors déjà reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui était positif sur l'assistant médical, sur la hiérarchisation, sur la revalorisation du forfait médecin traitant, mais pas seulement dans les ZIP. Hein. Il y a des actes, ça correspond à des ZIP. On sait pourquoi elles sont pas en ZIP. Et pour l'ensemble des médecins traitants, une revalorisation. Bon voilà. Après, très clairement, c'est définir, comme l'a dit Agnès, le cadre.
on ne reprendra pas une négociation conventionnelle s'il y a un CET, c'est-à-dire quelque chose de pénalisant des contrats individuels. Ça n'est pas possible de sanctionner aujourd'hui des médecins généralistes, soi-disant parce qu'ils travaillent pas assez. Ça, c'est pas possible. Par contre, qu'on valorise, éventuellement dans le cadre d'un forfait, ça c'est la négociation conventionnelle, ceux qui participent à la PDSA, au SAS, qui sont maîtres de stage, bon voilà, toutes ces actions qui permettent d'améliorer les soins sur le territoire. Et puis d'un autre côté, on a besoin de signaux très clairs, parce qu'aujourd'hui, nous inciter à quitter nos cabinets la moitié du temps pour aller faire des téléconsultations, on n'est pas dans la qualité, on va diminuer le nombre de médecins traitants, ça c'est pas possible. Moi, très clairement, si c'est ça la politique voulue au plus haut niveau de l'État, ce que je veux dire, c'est que quelque part, ça veut dire que l'accès aux soins et la qualité des soins, aujourd'hui, c'est pas une priorité. Donc nous, en tout cas, on attend une lettre de cadrage, comme l'a dit Agnès, je veux dire, qui soit claire et qui nous permette d'avancer. Pour nous, il y a urgence sur le terrain. Il y a urgence parce que, voilà, on voit des DMG où il y a des internes en médecine générale, à la fin de leur premier stage, deuxième stage, eh bien, qui font leur droit au remords et qui disent « je change de spécialité ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être de moins en moins nombreux, sans parler de tous ceux qui vont dans les centres de soins non programmés, qui vont faire des téléconsultations, alors que le pool de médecins généralistes, pour les 10 ans à venir, on le connaît. Monsieur Thomas Fatoum. Merci beaucoup. D'abord, vous l'avez dit, Madame la Présidente, il y a un règlement arbitral, il y a une arbitre qui travaille, elle a auditionné les syndicats, elle a auditionné l'assurance maladie, donc c'est un process qui doit se dérouler. Ensuite, vous avez été un certain nombre à le dire, vous êtes votre souhait, votre disponibilité de réenclencher des négociations conventionnelles, ce souhait il est partagé de la part de l'assurance maladie, qui souhaite à un moment réenclencher. Après, je peux me permettre de prendre quelques minutes de recul, je ne serai pas trop long. Ne nous trompons pas non plus sur le mandat qui est le mien. J'ai un conseil de l'Union des caisses d'assurance maladie, avec des partenaires sociaux aussi. Il y a des parlementaires, il y a un ministre, etc. Mais l'assurance maladie, elle a un mandat, et les problèmes, ils ne vont pas disparaître demain matin. Et ce mandat, il est clair, c'est améliorer l'accès aux soins, c'est accompagner les médecins dans leur capacité à être des acteurs de la transformation du système pour répondre aux patients. Donc, nous, on est disponible. Dans les semaines qui viennent, moi, je vais continuer à aller à la rencontre d'abord de mes partenaires de négociation, et puis sur le terrain, de discuter avec les médecins libéraux, les CPTS, les uns et les autres. Voilà. On l'a fait beaucoup avant la négociation, on va le refaire. Ils me parlent de beaucoup de choses, pas toujours principalement d'argent, pas toujours principalement d'argent. Ils me parlent de leurs conditions de travail, de leurs relations avec la médecine spécialisée, des hôpitaux, de la difficulté du métier. Et moi, je crois que ce qu'on mettait sur la table, 1,5 milliard d'euros dans cette convention médicale, 50% de plus que la convention précédente, 10% d'augmentation pour tous les médecins généralistes, quelle que soit leur activité, au 1er octobre 2023, un assistant médical pour tous les médecins à temps plein, quelles que soient leurs conditions d'exercice, quelle que soit leur zone, 20 000 euros d'aide pérenne, ce n'est pas une aide à l'embauche, c'est une aide à l'emploi d'un assistant médical. Des forfaits simplifiés, on a bien compris que ça n'avait pas marché. Et donc, si les négociateurs de part et d'autre se disent « Ok, on redémarre, mais on redémarre exactement avec les mêmes positions, les mêmes propositions », ça ne marchera pas. Donc, de part et d'autre, et nous, on fait notre texte. On ne va pas revenir exactement en disant « Bon, en fait, ils n'ont pas bien compris, on est des bons technos, on va leur faire un cours de techno, et ça va bien se passer. » Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Nous, on croit au dialogue social, on croit à la méthode de la négociation. Elle a été particulièrement difficile, elle a été particulièrement tendue. Honnêtement, pas principalement du fait de l'assurance maladie. On a entendu des choses pendant les négociations vis-à-vis de l'assurance maladie extrêmement désagréables. Et je citerai même pas de quoi on a été traité pendant ces négociations. Et je le regrette assez profondément parce qu'on joue dans la même équipe, on veut être des partenaires. Donc voilà, est-ce que vous souhaitez, avec nous, être des acteurs de cette transformation? Est-ce qu'on veut sur le territoire des CPTS qui enfin permettent à la médecine libérale et aux soins de ville d'être entendus, écoutés, de porter une vision avec l'hôpital, avec l'ARS, avec les élus? Est-ce qu'on veut des exercices coordonnés, plus de maisons de santé
qui consolident une offre dans les déserts médicaux et qui sont plébiscités par les professionnels. Est-ce qu'on veut en effet donner plus de temps aux médecins pour faire de la prévention, pour être des acteurs de la transition écologique? Nous, Assurance Maladie, on veut être des partenaires des médecins pour faire ça. Et donc voilà, ce qui est devant nous, c'est comment on construit des dispositifs qui permettent d'enclencher le mouvement, qui ne peuvent pas être uniquement tarifaires. Bien sûr qu'il y a de l'inflation, bien sûr que la question de la valorisation de l'acte se pose, mais pas uniquement. Ce n'est pas uniquement la valorisation de l'acte qui va permettre d'accompagner les transformations du système de santé et les conditions de travail des professionnels. Moi, j'ai été frappé, honnêtement, de voir à quel point ce débat sur l'acte avait été difficile. Alors même que depuis 20 ans, avec un certain nombre de syndicats, l'assurance maladie participe à la transformation de la rémunération des médecins généralistes, des forfaits, de l'acte. Et je ne fais pas partie des obsédés du forfait. Moi, je considère qu'une médecine libérale a besoin d'être d'abord payée à l'acte et d'être bien payée à l'acte. Mais je considère aussi qu'avoir un forfait prévention, un forfait numérique, un forfait médecin traitant, c'est simple, c'est clair. Il faut sûrement, j'ai entendu ce qu'a dit Paul Frappé en introduction du colloque, je crois, ou un beau slide que j'ai vu, simplifier la façon dont on explique, dont on le gère vis-à-vis des médecins, vous permettre de faire de ces forfaits des choses plus utiles. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à avoir ces discussions-là. Quel est le mode de rémunération qu'on veut pour la médecine générale demain? En effet, une juste valorisation à l'acte, mais aussi des rémunérations forfaitaires qui accompagnent des organisations différentes, des équipes de soins, des binômes médecins-infirmiers, des assistants médicaux auprès de tous les médecins. Vous l'avez dit, Dr Brunner, un assistant médical pérenne, temps plein, c'est 20 000 € par an d'aide de l'assurance maladie. 20 000 € par an. C'est des sommes considérables que nous investissons. Considérables. Et nous allons continuer à investir plus sur la médecine de ville. Maintenant, la question, c'est est-ce que nos partenaires veulent aussi être moteurs de cette transformation? Moi, je crois qu'ils le veulent, vous l'avez dit. J'ai aucun doute là-dessus, j'ai aucun doute. Moi, je n'ai aucun doute. Peut-être qu'il faut que tous ces partenaires mesurent pourquoi le reste du monde aussi a des attentes. Les parlementaires, les partenaires sociaux, les associations de patients, le gouvernement, il y a aussi des attentes de l'autre côté, des attentes qui sont légitimes. Les attentes des médecins, ils sont parfaitement légitimes. Je ne minore absolument pas les mouvements de grève. Quand on a 30% des médecins qui s'arrêtent de travailler pendant 2 jours, personne ne peut dire qu'il ne se passe rien. Et surtout pas moi. Mais la question, c'est voilà, comment dans les prochains mois, on retrouve les voies d'une discussion. Moi, je suis confiant, je suis optimiste. Je suis optimiste. Je pense qu'on peut y arriver parce qu'en plus, on doit y arriver. Mais il faudra qu'on se repose la question aussi en termes de méthode. Comment on travaille mieux, comment on partage mieux les choses, les diagnostics, la vision partagée, de part et d'autre, comment on améliore cette méthode de discussion. En tout cas, nous, on y est prêts. Merci. Paul Frappé, pour conclure ce tour de table avant de passer aux questions de la salle. Alors, un petit mot du point de vue du collège sur ces perspectives et peut-être au-delà des problématiques conventionnelles, parce que je pense qu'elles s'inscrivent dans des problématiques plus larges. Je vois des perspectives, deux types de perspectives. La première, alors peut-être une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais son message est intéressant. On m'a raconté que avant, quand un avion décrochait, on ne connaissait pas la technique pour le récupérer, donc il s'écrasait systématiquement. Et la technique a été découverte par quelqu'un qui, à un moment où l'avion décrochait, s'est dit, bon, bah, foutu pour foutu, allons-y. Et au lieu de tirer le manche vers lui, il a voulu, au contraire, aller encore plus dans la dynamique, et c'est comme ça qu'il est sorti de son décrochage. Je pense que, voilà, on a peut-être une première perspective qui pourrait être ça, c'est de se dire, bon, foutu pour foutu, soit on ferme la porte, on laisse le système se casser, et on continue, et on abonde dans ce qu'on dénonce, la jungle des modes de rémunération, la valorisation centrée sur le soin non programmé, la coercition qui se profile, qui revient régulièrement, et pourquoi pas, pour se rendre compte de ce vers quoi ça mène, bah, faisons une grande grève du soin programmé, et pendant 1 mois, faisons que du soin non programmé, plus de rendez-vous, et peut-être que la population va toucher du doigt ce que c'est que finalement la valeur du médecin traitant, du suivi au long cours, du fait de pouvoir réguler son accès aux soins avec un professionnel qui le connaît.
Il y a une deuxième option, heureusement, et je crois que voilà, on peut aspirer plus à une deuxième perspective qui est du coup de valoriser, de recentrer la valorisation, la rémunération sur les fonctions de médecin traitant, de médecine générale. Les 3 fonctions, être ouvert à tout motif de consultation, ça doit pouvoir être valorisé, être initiateur de prévention de façon hiérarchisée avec le patient et de prévention primaire, pas que de dépistage, ça doit pouvoir être valorisé et assurer un suivi au long cours dans une relation de confiance, ça doit pouvoir être valorisé. Le deuxième point de cette deuxième perspective, c'est la lisibilité de la rémunération. Je pense qu'il faut améliorer, travailler à améliorer cette rémunération, lui redonner du sens dans l'équilibre des modalités de rémunération, d'actes, de forfait et dans le nombre d'indicateurs qu'il y a aussi derrière ces différentes modalités. Après, le collège n'est pas un syndicat, il ne participe pas aux négociations conventionnelles et tout ça, c'est bien sûr le rôle des syndicats. Puis le dernier point de cette deuxième perspective, c'est le fait de s'inscrire dans une dynamique de priorisation plutôt que d'accumulation, de se dire il y a une tension entre l'offre et la demande et c'est pas en augmentant la pression sur l'offre de soins que l'on va pouvoir solutionner cette tension et du coup tout ce que l'on peut faire c'est prioriser. Alors vraiment merci pour vos interventions encore plus courtes que ce qui était prévu, ce qui fait qu'on a du temps pour le débat avec la salle. Du coup, je vais demander aux participants de faire la même chose que nos intervenants, c'est de faire des questions courtes. Juste, j'avais pas précisé, mais c'est filmé, enregistré et ce sera retransmis en replay après. Cyril, si tu permets. Tu peux y aller. Voilà, merci. 3 petites remarques quand même. Peut-être si vous présenter. Oui, Thierry Arnaud, médecin généraliste à Mulhouse. Alors un congrès de médecine générale, c'est super. Il y a des jeunes, il y a des anciens, des experts, des novices, des gens passionnés. Et juste avant cette session, on avait une session sur la violence. Moi, j'aimerais quand même être témoin, parce que beaucoup de confrères m'en parlent aussi, de la violence que l'on a maintenant par rapport de nos institutions, et en particulier de la Caisse, Monsieur Fatome. La Caisse, déjà vous parlez d'augmentation, on a mis sur la table des milliards, etc. Moi, je pourrais considérer qu'effectivement, c'est un plus à partir du moment où on rattrape simplement l'inflation. Or, ce qui est mis sur la Caisse, passer de 25 à 26,50 € sur une consultation, et notez d'ailleurs que ce n'est que la consultation, tous les actes techniques n'ont pas bougé. Sur ces actes-là, c'est 6% d'augmentation. Sur 13 ans, je vous rappelle que ça fait 7 ans que le G est à 25, et la convention, elle est pour 6 ans. Donc 7 plus 6, 13 ans. Donc 6% d'augmentation sur 13 ans, c'est juste l'inflation de cette année. Donc déjà, parler d'augmentation ou de choses mises sur la table, ok, à partir du moment où on parle en euros constants. Ça, c'est la première violence, parce que dans nos cabinets, nous avons des secrétaires à payer, et ça augmente. Le chauffage augmente, vous savez bien que le prix de l'énergie a augmenté également. Tout ça, ça fait partie de l'inflation. Donc pour parler d'investir, pour moi, il faut déjà au minimum rattraper le niveau normal. Première violence. Deuxième violence, je suis allé voir ma boulangère l'autre jour, je lui ai demandé une baguette. Puis j'avais un peu faim. Donc je lui ai demandé une deuxième baguette, normal. Puis j'avais vraiment très faim, je lui ai demandé une troisième baguette. Je lui ai proposé de payer la première à 100%. La deuxième à 50%, et la troisième, vous me l'offrez. Dans les soins programmés et d'autres, on fait des sutures. La deuxième, je fais à moitié mon travail. La troisième, je fais pas mon travail. Une échographie, je fais une échographie. La deuxième, soit je la fais à moitié prix et donc je la bâcle, ou alors je fais revenir le patient qui nécessite un transport, etc. C'est des coûts. À un moment donné, ça aussi, on le perçoit comme une violence. Ça aussi, il va falloir se mettre à table pour aussi avancer un petit peu là-dessus. Voilà, Monsieur Fatome, c'est simplement vous donner l'impression un petit peu des médecins généralistes lambda, de base, qui vivent au quotidien toutes ces choses-là que l'on pourrait tous, ensemble, améliorer. Merci. Moi, je vais vous dire, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Moi, quand j'entends violence, je vous avoue, j'ai du mal. Tous les jours, les équipes de l'assurance maladie travaillent avec les médecins. Donc, ce climat-là, je veux dire, j'étais encore avec des présidents de CPTS il y a quelques jours. C'est des termes, honnêtement, je trouve qu'on ne devrait pas utiliser entre nous. Vous avez des revendications, vous avez des attentes. Elles sont fortes, mais la violence, c'est autre chose.
Voilà. Donc voilà. Pardon, moi je suis là pour dialoguer, vous donnez votre sentiment, je vous donne le mien. Oubliez violence, parlez inflation. Mais c'est très intéressant quand même de dire, voilà, il y a des mots qui sont... Après, je vais répondre. Arnaud, tu n'aurais pas dû utiliser le mot violence. Merci. Merci. Mais après, honnêtement, je l'ai dit, on veut revaloriser l'acte. Après, regardons, si vous voulez qu'on regarde les chiffres, regardons les chiffres. Entre 2017 et 2022, l'assurance maladie a accompagné des revalorisations importantes de la consultation, du forfait structure, du forfait médecin traitant, de l'assistant médical. La visite longue, un seul exemple, la visite longue, c'est pas il y a 10 ans. La visite longue, c'est août 2021. Mise en œuvre au premier trimestre 2022, c'est 2 500 € de plus en moyenne par médecin généraliste. Et donc, je sais que... je sais que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté, mais si je regarde les honoraires et les revenus des médecins généralistes depuis 2017, et y compris depuis 2010, ils sont allés plus rapidement que l'inflation. Voilà. Bon. Et donc... On a cravaché. Et donc voilà, c'est un constat qu'on pose. Après, vous savez parfaitement bien pourquoi il y a une tarification qui est différente quand on cumule les actes, parce que l'acte technique... En réalité, sa tarification inclut la valorisation intellectuelle de l'acte clinique. Donc c'est pour ça que depuis 20 ans, cette logique, elle existe. Et elle est tout à fait pertinente. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter 3 baguettes. Donc voilà. Donc nous, je redis juste que, on souhaite une médecine générale attractive et investir et avoir des rémunérations et en plus qui permettent, je le dis aussi, c'est là où moi aussi je suis frustré comme mes partenaires, cette convention, elle était massivement pour la médecine générale. Massivement. Elle permettait d'engager une revalorisation nettement supérieure pour les généralistes, les spécialités cliniques, pédiatres et psychiatres, que pour les autres spécialités. C'est une réalité. Et quand on recommencera les discussions, certainement qu'on sera toujours sur la même logique, parce que moi je ne me satisfais pas quand je vois l'échelle des rémunérations des différentes spécialités médicales de ce pays, je ne me satisfais pas de voir la spécialité médecine générale à son niveau. Donc ça, c'est un engagement fort que je porte. Je le porte depuis le début, je l'ai dit au syndicat de médecins spécialistes, je ne me suis pas caché là-dessus. Voilà, un médecin généraliste aujourd'hui, en moyenne, il gagne 90 000 €, un spécialiste, en moyenne, il gagne 140 000. Et je dis que ça n'est pas normal. Et je dis qu'il faut rééquilibrer ça. Et c'est ça qu'on veut faire. Juste répondre s'il vous plaît, il y a des voilà, si vous voulez intervenir, vous venez au micro. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, il y avait des revalorisations, sauf qu'on n'est plus assez nombreux, qu'on est aux limites de ce qu'on peut faire, et que comme pour les profs, on nous demande de travailler plus parce qu'on globalement, on ne met pas plus d'argent, contrairement à ce qui est affiché. Nos consultations, elles sont plus longues, on le sait, nos patients, médecins traitants, je ne parle pas des centres de soins non programmés, dont d'ailleurs dans ce pays, personne ne connaît le nombre, ce qui est quand même, où est le pilote, quoi. Il y a quand même des choses que je me demande. Donc non, on ne peut pas faire plus. On fait, chacun vraiment, on fait notre maximum pour voir les gens. C'est une difficulté pour nous de dire non, on ne peut pas vous prendre, on sait que vous êtes en rade, mais on ne peut pas vous prendre. Il faut aussi qu'on se protège. On rentre dans une phase où il va falloir qu'on se protège pour pas tous partir. On en est là. Donc oui, il faut des revalorisations, mais il ne faut pas nous dire faites-en encore plus parce que là, on va encore être plus nombreux à partir. Donc c'est ça la logique qui n'a pas été comprise. Non, vous avez raison quand vous dites qu'il y avait une revalorisation pour un pourcentage important. Hein. Moi, je vois dans mon département rural, oui, 70 à 80% des médecins généralistes allaient avoir une vraie revalorisation. Par contre, il y en avait 20 à 30% qui n'allaient pas bénéficier de cette revalorisation. Et ces médecins-là, au sein de notre structure, nous sommes tous pratiquement en secteur 1. Dans ma structure, dans ma ASP, on est 9 médecins généralistes. Il y en avoir 7 qui allaient pouvoir coter 60 € pour des patients de plus de 80 ans en ALD et 2
pour la même consultation qui sera à 26,50 €, on aurait dit non, on ne prend pas le CET pour ne pas être confronté à ça. C'est aussi, quelque part, c'est un peu une éthique entre nous, je veux dire, au niveau des médecins généralistes. C'est la première chose. Et puis, deuxième chose, par rapport à l'accès aux soins, on fait tout reporter aussi sur la convention médicale. Il y a un moment, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une politique de l'État par rapport aux collectivités locales. Aujourd'hui, on voit les conseils régionaux, c'est juste pour créer des GIP. On a encore vu avec la région Aura cette semaine, pour salarier des médecins généralistes. Aujourd'hui, les collectivités locales doivent aussi s'investir. Aujourd'hui, ça a été dit, hein, avec les frais dans le MSP, il y a des médecins qui quittent, et d'autres professionnels de santé, des podologues. Aujourd'hui, les frais dans ces structures-là deviennent importants. On a des surfaces, voilà, parce qu'elles sont belles, nos MSP, avec des couloirs, des halls. Et je veux dire, on paye ça. Ben aujourd'hui, c'est plus supportable. Et les collectivités locales, on ne doit pas faire reporter à la convention médicale toute la problématique de l'accès aux soins. Et ça, c'est la politique de l'État, c'est à donner en haut lieu. Et plutôt que de voir des parlementaires, des garrots, hein, ils sont en Mayenne, ou d'autres, je veux dire, n'avoir que pour but, là aussi, ajouter des contraintes à l'installation et tout, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on manque pas de médecins généralistes, on manque de médecins traitants partout en France. Bonjour, je suis Barbara Trélin, médecin généraliste, jeune médecin installé, puisque je suis installée depuis 2019, dans un secteur qui devait normalement être en difficulté, mais qui finalement ne l'est pas grâce aux nouvelles installations qu'il y a eu récemment. Par conséquent, dans votre programme et le CET, ou en tout cas l'engagement territorial, je ne remplis pas les cases. Pourtant, je suis MSU, je donne mon temps à la fac, je reçois des internes, je participe à la permanence de soins, je participe à la CPTS, mais clairement, on n'a pas de problème et de problématique sur les soins non programmés. On arrive à recevoir nos patients, il y a toujours une solution. Pour l'instant, je ne me sens pas concernée. Je ne rentrerai jamais dans cet engagement territorial, malgré mon investissement. Et je tiens à le dire, mon territoire, je m'y adapte. On manque de gynéco, je fais de la gynéco. On manque de dermato, je me forme à la dermato. On fait un métier fabuleux, on fait une spécialité géniale. On a la possibilité de faire ce qui nous plaît. Et on s'adapte à nos territoires. On l'a vu pendant la crise Covid, on a cravaché tous comme des gros malades. On s'est retrouvés en burn-out, on a tout fait, vraiment. Et en fait, là, oui, vous nous dites, nos rémunérations ont augmenté. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai augmenté mes rémunérations. Mais à quel prix? Au prix de ma santé, en fait. Au prix de ma santé. Nous avons une augmentation des rémunérations parce que nous recevons plus de patients au sein de nos cabinets. C'est ça la raison. Mais en réalité, je prends du temps, j'ai besoin de prendre plus de temps pour certaines des consultations. Je ne rentrerai jamais dans le contrat d'engagement territorial à cause de cette case numéro 1. Les autres cases, il n'y a aucun problème, je remplis plus de cases qu'il n'en faut. Mais moi, c'est particulier. On a tous des exercices particuliers et ça, il faut les respecter. D'autre part, je reviens aussi sur les règles impossibles à remplir et les objectifs à chaque fois impossibles. Il y a eu encore, c'est quoi, le PCSC qui m'a obligé à changer de matériel. Enfin, toutes les règles qui viennent en plus et en plus et en plus. Il faut se réadapter, c'est fatigant, il faut changer le matériel, ça marche plus. Le Ségur, ceux qui avaient Voeda, ils pouvaient plus télétransmettre, il y avait plein d'erreurs, c'était le gros bordel. Et nous, nos éditeurs logiciels nous ont dit, c'est parce que la Sécu nous a pas donné les bonnes informations. C'est super, mais nous, on n'y est pour rien. Et c'est les patients qui prennent ça sur eux. C'est nous aussi, dans notre activité. Mon confrère parlait de violence. Moi, cette convention, je l'ai suivie de près. Je suis désolée, je pèse mes mots. Je les ai suivis comme un partenariat avec des violences parce que j'ai compris la souffrance de nos syndicats à négocier. Je comprends votre problématique également parce que vous avez des objectifs à tenir et que vous, effectivement, vous voyez les patients sans médecin traitant. Mais il faut aussi nous faire confiance. Ça, c'est super important. Et il faut comprendre que dans cette relation, ce partenariat qui risque d'être toxique, il n'y aura que deux solutions. Soit de crever, soit de se barrer. Donc, à vous de faire le choix. Vous voulez répondre? On fait 2-3 questions. Un seul élément par question pour que puisse un maximum. On passe de l'autre côté, puis on revient là. Allez. On a le temps, hein, donc... Enguerrand Lure, je suis interne de médecine générale. Je voulais revenir quand même sur l'importance du mot violence que j'ai entendu, qui est vrai. En tant qu'interne, et là je suis en SASPAS, je vois la complexité de faire fonctionner un cabinet. Je suis détenteur d'un CESP, donc d'ici
1 an, après un remplacement en zone sous-dotée, je serai obligé de m'installer parce que je me suis engagé auprès de population et que je trouve que c'est intéressant. Mais en fait, ça fait très peur. Ça fait peur par rapport à toute la complexité, par rapport au fait qu'on voudrait investir dans de nouvelles technologies, l'échographie, avoir du matériel performant pour nos patients, mais qu'en fait, on est limité en termes d'argent. Je suis un ancien infirmier, en fait, et j'ai repris médecine. J'ai vu le délitement de l'hôpital, je vois le délitement de la médecine générale. Je peux entendre que vous mettez 1,5 million ou ce que vous voulez sur la table. En fait, la question, elle est certes de l'argent, mais aussi du fait qu'on est on est tous comment dire, ouais, c'est un peu stressant, excusez-moi. On est tous des gestionnaires d'entreprise et que la médecine, dans le mot libéral, il y a l'idée d'entrepreneuriat et le fait qu'on ait envie d'engager. Moi, j'ai envie d'avoir un assistant médical, j'ai envie d'avoir du personnel, j'ai envie d'avoir une vraie secrétaire, mais comment je la paye? En ayant aussi le droit de vivre correctement et en ayant fait le sacrifice de 9 années d'études, bientôt 10 pour les prochains internes, sans leur avis et de façon violente aussi, qui a été imposée cette réforme en passant au travers d'un fonctionnement de la loi, un petit peu comme c'est passé pour les retraites là. Donc voilà, je voulais savoir comment vous allez devenir un peu plus bienveillant. On prend une autre question et puis après vous répondez. Oui, bonjour, Élise Frey, je suis la présidente de Réagir, qui est donc le syndicat des jeunes universitaires, des installés depuis moins de 5 ans et puis des grands oubliés de la Convention. Ça s'appelle un remplaçant, ça se trouve au dictionnaire à la lettre R. Ça assure la permanence des soins pour à peu près 60% des actes. Ça permet aux généralistes installés de prendre des vacances ou de s'arrêter en assurant une continuité des soins quand ils sont malades ou quand elles sont enceintes. Et donc, je voulais signaler aux personnes assises sur cette scène que je remercie pour leur travail au quotidien, et ça vaut pour les 2 partenaires, que nous avions édité un document de conventionnement des remplaçants, puisque nous avions vu pendant la crise Covid que, tiens, ils avaient vacciné, que, tiens, créer un espace Amélie-Pro, c'était possible, et que, en fait, sachant qu'ils sont actuellement 9000, mais qu'aucun organisme n'est capable de les compter correctement parce que, en fait, clairement, ils s'en fichent, ce serait quand même bien de réfléchir à une convention qui permette de mesurer leurs actes, de mesurer ce qu'ils font réellement, parce que je rappelle que pour préparer un meilleur accès aux soins, il faut s'intéresser à l'acteur intermédiaire entre l'interne et le médecin installé qui s'appelle le remplaçant et qui lui aussi a un rôle à jouer sur les territoires. Je vous tire ma révérence. Donc on a 3 éléments, le CET, les difficultés à l'installation et la gestion d'entreprise et les remplaçants. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais commencer, pardon si je vais faire un peu dans le désordre. D'abord, je salue la présidente de Réagir et elle le sait puisqu'elle a suivi, on a souhaité, je le dis aussi, donner une place pleine et entière aux représentants des jeunes médecins au sens large dans cette négociation. C'était, je crois, une première. Ils ont été là du début à la fin, ils ont pu s'exprimer quasiment comme de vrais partenaires conventionnels, je parle sous le contrôle des partenaires conventionnels. Et c'est pas complètement neutre. C'est pas complètement neutre. Parce que, voilà, évidemment que l'intérêt, la priorité absolue de faire venir des jeunes et de donner envie aux jeunes de rester dans le libéral ou choisir le libéral ou choisir la médecine générale, c'est primordial, y compris pour l'assurance maladie. Donc je le dis quand même en termes de méthode. Deuxième point, on doit en effet travailler à mieux identifier l'activité des médecins remplaçants, je dis identifier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait pas et donc on est un peu dans le vide. Après on a mais ça les médecins autour de la table le diront plus que moi, on a besoin de remplaçants et on a besoin aussi de jeunes qui s'installent. On a besoin des deux, c'est important. Juste sur la problématique des locaux et de l'engagement de l'État, etc. Je le redis, hein, je crois que le ministre a été est très allant sur le sujet de mobiliser les ARS, les collectivités locales et en lien avec l'assurance maladie pour répondre, essayer de construire une forme d'offres intégrées que quand le médecin ou le groupe de médecins va voir la collectivité locale, l'ARS, l'assurance maladie en disant bah, moi je suis prêt à prendre un assistant médical mais je ne sais pas comment j'aménage mon cabinet, alors il y a quelque chose qui se passe, alors qu'il y a une offre qui se fait et on travaille avec les ARS, avec les équipes du ministère, avec Agnès Firmin-Lobodo, François Braun et les collectivités pour voir comment on peut construire ça parce que c'est un vrai sujet. Troisième chose, on partagera peut-être davantage, on l'a fait avec nos partenaires conventionnels, les retours qualitatifs qu'on a fait avec les médecins qui prennent un assistant médical. Et je le redis à nouveau, ils ne disent pas qu'ils travaillent plus et on ne leur demande pas de travailler plus. On leur propose un assistant médical qui leur permet de travailler autrement
et de prendre en charge davantage de patients. Donc on n'est pas dans une logique staccano, etc. Et honnêtement, ça fonctionne. On a maintenant 3 ans de recul et ça fonctionne. Un assistant médical permet à un médecin généraliste en moyenne d'augmenter sa file active de 10% sans augmenter son temps de travail. Ça fonctionne. Et la réalité, ce que je dis aussi, c'est que si on ne fait pas ça, et je rejoins bien ce que disait Paul Frappé aussi, dans une logique de priorisation, il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, il faut évidemment prioriser les non plus 600 000, les maintenant 700 000 patients en ALD qui n'ont pas de médecin traitant. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à trouver un système, des systèmes, à proposer aux médecins des systèmes qui permettent de prendre en charge un volume de patients plus important, sans leur demander de travailler plus, en leur proposant de travailler autrement. Et dernier point, ça c'est très important aussi en réaction aussi. Notre vision à nous, Assurance Maladie, et c'est la même que celle du ministre et de l'UNCAM, etc., les soins non programmés et la téléconsultation, c'est subsidiaire. C'est subsidiaire. Notre souhait à nous, c'est de permettre aux médecins traitants et aux cabinets de médecins traitants et aux maisons de santé, aux équipes pluriprofessionnelles et aux cabinets pluridisciplinaires, je ne sais pas comment on les appelle, de prendre en charge leur population sur un territoire. C'est ça ce qu'on veut faire. C'est ça ce qu'on propose de faire. Après, on a besoin par ailleurs, ça existe, on a besoin d'une offre de téléconsultation qui doit s'ancrer dans un parcours de soins. On a besoin de soins non programmés parce que ça existe aussi. Mais moi, mon objectif, j'allais presque dire mon rêve, c'est que demain matin, et c'est difficile, on redonne un réflexe parce que le patient a confiance sur le fait qu'il saura que dans 24-48 heures, il a un médecin traitant, une équipe autour du médecin traitant, je ne sais pas quel terme il faut utiliser parce qu'il faut faire attention avec ces termes-là, en tout cas une réponse en qui il a confiance, qui le connaît, que lui connaît et que ça se fasse. Et notre objectif à nous fondamentalement, c'est qu'on arrive à construire ça avec les médecins. Docteur Brunner. Rapidement. D'abord, je voulais dire juste un mot, parce qu'on en parle plusieurs fois, sur la téléconsultation. Il faut faire attention, il y a 2 types de téléconsultation. C'est le soin non programmé avec une centrale quelconque, et il y a également la téléconsultation avec le médecin traitant, ou en tout cas avec le territoire. Ce n'est pas la même chose, et il ne faut pas se tromper sur le sujet. Sur le CET, pour moi, pour nous, de toute façon, tout système où, pour le même travail, des médecins sont payés différemment, ça n'a pas de sens. Qu'il y ait des forfaits qui tiennent compte d'un certain nombre de situations, oui, mais que le même travail, et c'était ça le CET, on a un médecin qui est payé différemment à l'acte, c'est-à-dire que le patient le paye un prix différent, c'est ce que disait Luc, il était très fâché là-dessus. Ça n'a aucun sens. Et j'avais posé la question à M. Fatome lors d'une rencontre, comment il l'expliquait. Il m'avait dit ça existe déjà, il y a l'Optam, il y a le secteur 2. Bah oui, si c'est pour prendre un truc un peu délirant comme modèle pour la médecine générale, ça ne vaut pas la peine, quoi. Donc c'est vraiment un sujet important. Et le dernier, ça c'est les remplaçants. C'est vrai que c'est une question majeure dans le système. Alors déjà, si les médecins installés sont vraiment à l'aise, on a besoin de moins de remplaçants. Et les remplaçants ont intérêt à s'installer. Ça devrait être l'objectif numéro 1. Ensuite, vous savez tous qu'il y a toujours des tendances. Ceux qui pensent qu'il y a un peu trop de remplaçants ont tendance à dire finalement, si on les obligeait au bout de 3 ans, par exemple, à s'installer, ça serait mieux. Moi, je suis un libéral. Je ne vois pas pourquoi on ferait ça. Et vous l'avez souligné, effectivement, on a besoin des remplaçants. Donc, on a besoin, et j'espère que la prochaine négociation conventionnelle le prendra en compte. Enfin, ça fait depuis longtemps que ça devrait exister. On a besoin d'une place des remplaçants dans le système conventionnel, un peu plus que quelques lignes pour dire qu'ils sont vraiment accrochés aux médecins et basta. Mais ça, c'est vraiment un travail à faire ensemble et j'espère qu'on le fera. Allez-y. Bonjour Monsieur Fatome.
Isabelle Martinonoué, moi je suis médecin généraliste et présidente de la société médicale Balint. Alors à ce titre, d'abord, je voudrais vous remercier d'être là, parce que je pense que c'est courageux de venir rencontrer les médecins après un échec. Je pense que le paiement du forfait médecin traitant hier aide à une ambiance aussi qui se parle aujourd'hui. Pas programmé pour ça, hein, donc. Mais ça tombait bien, on va dire. Hein moi, j'ai 3 points qui me viennent en tête. Je voudrais d'abord pondérer le message de mon collègue qui vous a choqué sur la violence. Moi, ce que j'entends dans les groupes, parce que j'ai des groupes de médecins qui viennent nous voir dans les cabinets, il y en a même qui n'arrivent plus à venir parce qu'ils sont épuisés. Quand on fait des groupes le soir, vous savez, tous les mois, pour venir parler des difficultés qu'on a, parce que les médecins ont quand même le sentiment d'être pris en sandwich entre des patients qui vont pas bien, l'impression d'être dévalorisés. Je dirais pas violence, mais je dirais actuellement des sentiments de maltraitance, de non-reconnaissance, de dévalorisation de notre profession, de souffrance, de burn-out, d'épuisement. Ça, c'est la base. C'est ce que moi j'entends. Donc, je voudrais vous le transmettre aujourd'hui, si ces mots peuvent vous parler plus que violence. Donc ça, c'est le premier point. Après, vous parlez de revalorisation. Donc oui, merci pour la visite longue. Je pense qu'il y a eu un vrai effet pour revenir dans les maisons de retraite, pour avoir du temps pour les personnes âgées. Ça, c'est une réalité. Mais quand on parle de chiffres, je crois que tout le monde ici, je crois pas qu'on a beaucoup de gens qui veulent le 50 € ici. Je crois qu'on parle de reconnaissance, de revalorisation, et je crois que le signal des 30 € pour rattraper l'inflation des 6 ans eût été bienvenu, et pas dans 8 mois ni dans 18 mois, et de quelque chose de coordonné. Mais ça, c'est tous mes collègues qui en parlent de leur place de syndicaliste. Et je crois qu'on n'a pas les chiffres aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les chiffres 2021. 2021, c'est la vaccination. Il y a eu beaucoup de primes de la Sécu, il y a eu beaucoup de gens investis, j'en fais partie. Moi, j'étais dans la coordination territoriale. Je fais partie des gens qui osent dire que depuis 6 mois, je travaille pour payer mes charges. Les rattrapages d'impôts 2021, les rattrapages, la double peine. En 2022, parce que j'ai travaillé énormément, hein, j'étais épuisée comme d'autres, j'ai doublé mes revenus en 2021. Mais ça veut dire qu'en 2022, j'ai dû payer 35% de charges, j'ai dû payer 40% d'impôts, 75%. J'ai dû, plutôt que d'associer mon nouvel associé pour qu'on agrandisse, pour prendre un assistant médical, j'ai dû lui vendre des parts de mon cabinet, j'ai payé 38% de taxes sur la plus-value, donc j'ai rendu 108% du plus que j'ai gagné. La seule chose que j'ai gagnée, c'est les investissements que j'ai fait pour que mon collègue s'installe. Et cette année, en plus, donc non seulement je paye double impôt parce que je rattrape, j'ai dû mentionner, j'ai dû pleurer hein, pour pas être en défaut de paiement, pour pouvoir payer mes doubles impôts de 2021. J'ai en plus la CARMF qui me demande de payer double CARMF parce qu'en 21 j'ai gagné plus, et même si je leur dis mais je gagne moins en 2022, je gagne moins en 2023, ils me disent mais ça on verra en septembre 2022. Mais oui, mais en attendant, et donc hier c'était bienvenu d'avoir les frais parce que pendant 4 mois je pleurais comment je vais payer mes charges. Donc ça c'est une réalité, et quand on verra les chiffres de 2022 et quand on verra les chiffres de 2023, je peux vous assurer qu'on aura des pertes de revenus des médecins traitants. Donc merci Isabelle. Aujourd'hui, dernier point, moi je fais partie des gens qui regrettent que cette convention n'ait pas été signée, parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'alliance. J'ai entendu vos articles quand vous disiez que vous vouliez tendre vers les médecins, et après M. Braun disait non, je ne donnerai pas plus aux jeunes. Je crois qu'il y a quelque chose de l'alliance qui a été rompu, et il y a quelque chose du désespoir chez les médecins. Donc je veux vous le transmettre, et j'espère qu'il y aura j'espère que vous aurez des moyens, parce que je pense que vous n'aviez pas les moyens sur la table pour donner ce qu'il fallait pour qu'une convention soit signable. Voilà, merci M. Fatto. On prend les 3 et puis... Donc, je suis Élodie Masson, je suis médecin généraliste dans une toute petite commune. Je pense que je représente maintenant la majorité des médecins, c'est-à-dire une femme qui travaille à mi-temps, qui prend des vacances, qui ose prendre un peu de temps pour elle et qui travaille quand même 45 heures par semaine, qui voit plus de patients sur mes demi-journées que mes collègues installés à temps plein. Voilà. Et hier, j'ai été à une table avec le président du Collège de médecine générale qui parle de la certification. Et dans cette certification, entre un carré qui est sur la santé mentale du médecin. Je pense que la convention, le contrat d'esclavagisme territorial, c'est ça, que vous nous proposez, ne peut pas... Moi, je ne rentre pas dedans, hein, puisque je ne suis qu'une feignasse qui bosse à mi-temps. Et donc, je n'ai pas les files actives, je n'ai pas le nombre de médecins traitants, etc. Et je travaille le samedi matin. Je fais des gardes, je fais des régulations SAMU, je prends des internes. Donc j'aurai certaines cases qui rentrent, mais je pense que la convention et la certification, ça ne va pas aller ensemble, hein, parce que là, moi, mon bien-être personnel, au mois de novembre, j'étais prête à tout lâcher, parce que c'est plus possible.
En effet, je rejoins ma collègue sur les rattrapages de charges, etc. J'ai eu une réunion avec l'ARS qui voulait qu'on reprenne les gardes de soir, alors qu'il y a 5 ans, on n'était pas rentable. C'est leur mot, pas rentable. Donc, je ne pense pas qu'on soit plus rentable maintenant. Et j'ai donc discuté avec le gentil monsieur de l'ARS, qui a donc Bac+6, qui a un contrat de 39 heures avec l'ARS. Je lui ai demandé combien il gagnait. Il n'a pas voulu me dire. Hein. Par contre, moi, je lui ai dit, je fais 45 heures par semaine, j'ai Bac+9, j'ai la vie des gens dans mes mains, et je fais 3 000 € par mois. Vous trouvez ça normal ? Venez, non, il y a des interventions au micro si vous voulez, sinon on va pas y arriver. Michael, lourde tâche d'intervenir maintenant. Merci, je déteste parler ici, autant parler sur scène, enfin peut-être pas cette scène-là avec ce public-là, mais sur scène ça va mieux, mais ici c'est vraiment très difficile. Donc voilà. Alors moi je voulais revenir sur 3 points, 3 petits points. Je vais essayer d'aller assez vite. Michael Rochois, pardon, je suis médecin généraliste à Outreau et je ne suis président de rien. Donc le premier point, c'est sur les 600 000 patients en ALD sans médecin traitant que vous avez cité, que François Braun a cité, que Emmanuel Macron, président de la République, a cité lors de ses vœux aux soignants, qui est un chiffre qui est probablement faux. Parce que quand les CPTS... Le chiffre est probablement faux parce qu'en fait, il ne tient pas compte de la réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est quoi ? C'est 10% des médecins généralistes qui ne sont pas informatisés et des déclarations de médecins traitants qui ne sont pas faites. Qu'on voit, alors, je ne vais pas dire tous les jours, mais tous les mois, si mon collègue qui n'est pas informatisé est absent et renvoie des patients vers moi, je vois régulièrement qu'il n'a pas fait sa déclaration de médecin traitant. On a des patients qui sont en EHPAD, des patients souvent en ALD en EHPAD, ils n'ont pas forcément de médecin traitant, c'est très compliqué. L'EHPAD près de chez moi, sur 60 patients qui sont hébergés, je crois qu'il y en a 20 qui ont un médecin traitant, 40 qui n'ont pas de médecin traitant. Pour autant, ils sont suivis par le médecin coordonnateur, mais qui ne peut pas faire de déclaration de médecin traitant. Ce sont des patients qui sont considérés sans médecin traitant. Il y a tout un tas de raisons qui font que ce chiffre, je pense, est très surestimé. Et à côté de ça, il est aussi un peu sous-évalué parce qu'on sait que les ALD ne sont pas toutes déclarées. Mais je pense que ce chiffre, le problème, c'est qu'il est faux et qu'il est fourni à toutes les CPTS. Et donc, on a tous, dans nos CPTS, pour mission de corriger un chiffre faux. Et alors, c'est très simple. Du coup, quand on demande à nos CPM de nous répondre, de nous dire, mais attendez, vous nous dites, on a 900 patients en ALD sans médecin traitant. Tous les pharmaciens du coin nous disent c'est faux. Enfin, on n'a pas cette situation d'un patient qui nous dit je cherche un médecin et vraiment ça fait 1 an j'en trouve pas. Non, mais alors, dans certains territoires ça peut arriver, mais en tout cas dans mon territoire avec mes 900 patients, aucun pharmacien n'en trouve, aucun infirmier libéral qui intervient auprès des médecins n'en trouve, des patients pardon n'en trouve. Et donc ce chiffre est probablement très surévalué. Et le problème, c'est que les CPTS doivent le corriger. Et donc, on passe du temps à essayer de corriger un chiffre faux. Et donc, la meilleure solution, c'est de demander au CPM de nous corriger ces chiffres et de nous dire sur ces patients combien ont déjà été suivis par un médecin sur la dernière année, combien ont vu 3 fois, 4 fois le même médecin. Et voilà, et informer le médecin. C'est le premier point, c'est sur les 600 000 patients en ALD. J'ai 2 autres points, j'essaye d'aller plus vite. Non, un autre point. Un autre point. 1,5 point, s'il te plaît. Non, 1 point. 1,2. Bon, les arrêts de travail, les assistants médicaux. Maintenant, les assistants médicaux, vous dites plus 10%, là aussi le chiffre est faux. Vous vous basez sur des chiffres de juin 2022 qui ont été publiés sur Egora, je les ai relus. Alors, il y a deux versants. Il y a une première fois où vous prenez 3 000 ou 4 000 assistants médicaux, mais en intégrant des médecins nouvellement installés. Dans ce cas-là, en fait, on regarde qu'en ajoutant 21% d'installés, on augmente de 18% les patients suivis. Pas de grosse surprise. Et quand on fait abstraction et que vous prenez seulement les 305 assistants médicaux qui sont avec des médecins installés depuis plus de 5 ans, 3 ans, je ne sais plus, dans ces cas-là, on voit que l'augmentation de la file active et l'augmentation de la patientèle est effectivement de 10%, sauf que vos chiffres
également. En 2019, sont de 960 patients suivis par médecin traitant, et en 2021 de 1070, donc plus 10%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une augmentation naturelle de 10% sur les 3 ans, et vous considérez que sur vos 305 assistants médicaux, c'est eux qui l'ont fait gagner. Ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait avec un groupe contrôle, et donc comme on est dans un congrès scientifique, je vous remercierai pour la fois prochaine de faire avec un groupe contrôle. Et ceci, je finis juste là-dessus, s'il te plaît. Non, merci. On a, en fait, une autre solution, ce serait pour faire gagner du temps aux médecins traitants, ce serait, plus que les assistants médicaux, faire supprimer des tâches administratives inutiles. Et parmi ça, parmi celles-ci, notamment les arrêts de travail de moins de 3 jours qui sont vraiment très importants à supprimer parce qu'il y a un délai de carence. Je sais que l'assurance maladie a des comptes à rendre, mais pas sur les délais courts. Et pour cela, il y aura une annonce qui sera faite en cérémonie de clôture. Et je vous incite donc tous à rester pour la cérémonie de clôture qui aura lieu à midi en salle Maillot. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Ce sera ici la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture aura lieu ici, donc vous n'aurez pas à bouger. Est-ce que je peux... Oui, vous allez pouvoir répondre. Donc, voilà, les charges, les questions des temps partiels, le bien-être professionnel et les patients en ALD. D'abord, autant j'ai réagi sur le terme violence, autant je suis sincèrement très touché par les 2 témoignages qu'on a eus. Je le dis, et je le dis parce qu'on en a beaucoup discuté avec les partenaires conventionnels. Le malaise, le burn-out, la fatigue, la pression des patients. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je prends extrêmement au sérieux, extrêmement au sérieux. Et l'assurance maladie, je l'ai écrit dans des tribunes, je me suis fait engueuler pour ça d'ailleurs, mais je l'ai écrit, les médecins généralistes, ils prennent 1 million de patients par jour, et ils font un boulot de dingue, et ils sont, quelque part, pour nous, assurance maladie qui représentons les patients, ils sont cette force-là qui prennent en charge les patients tous les jours. Et vraiment, on a besoin de généralistes en bonne santé. Un certain nombre d'entre vous ont dit on fait une spécialité géniale, ou je ne sais plus quel est le terme qui a été utilisé, madame, tout à l'heure. On pense aussi que c'est un super beau métier et on veut le faire grandir, on veut l'accompagner, on veut lui donner des outils, on veut simplifier sa vie quotidienne. Et vraiment, je le dis, autant je trouve le terme de violence met de la tension inutile, autant on essaye d'appréhender les raisons de ce malaise, de ce mal-être, et d'essayer d'apporter des réponses, que ce soit des réponses très opérationnelles et des réponses financières, on y reviendra. Je ne vais pas ensuite me lancer dans une bataille de chiffres. Il y a 2 choses, docteur, il y a différentes choses de ce que vous avez dit. Il y a bien sûr, vous avez tout à fait raison, dans ces 600 000, maintenant 714 000 pour être précis, à la fin de l'année, patients qui, dans les bases de l'assurance maladie, n'ont pas de médecin traitant identifié, une part, sans doute de l'ordre de 20 à 25%, de patients qui voient régulièrement le même médecin. D'accord ? Vous avez tout à fait raison. Et la première action qu'on va mener, et dont les caisses vont parler avec leurs partenaires dans les CPL et dans les CPTS, c'est de se rapprocher de ces médecins et de ces patients pour dire aux patients « Monsieur, vous voyez souvent le même médecin traitant, est-ce que vous rapprochez-vous de lui pour voir s'il veut bien ou pas ?» Et au médecin traitant de dire « Docteur, vous voyez régulièrement Madame X, Monsieur Y, est-ce que vous acceptez de le prendre comme médecin traitant ?» Chacun sera libre, le patient comme le médecin, on n'impose rien. Donc oui, il y a bien sûr cette situation. Après, quand même, tous les jours, il y a des assurés qui nous appellent dans les caisses primaires pour dire « je ne trouve pas de médecin traitant ». Et surtout, pardon là aussi de faire un peu de chiffres, 600 000 au début 22, 700 000 aujourd'hui. Et pardon, sans doute qu'on était très mauvais statisticiens, qu'il faut faire des groupes contrôles, etc. Ça nous arrive, on est quand même des bons technos de temps en temps, ça nous arrive d'en faire. Et donc si on fait rien, mais on ne va pas le faire tout seul, hein, si collectivement on ne se dit pas, on a une action prioritaire là-dessus, je peux vous dire que c'est simple, à la fin de l'année 2023, il y en aura 800 000. Bon, mais mais il faut aller regarder les situations qui sont différentes, parce qu'en plus, il y a des gens qui en fait ont un accès aux soins quasiment normal par rapport au reste de la population qui n'a pas de médecin traitant. Donc c'est presque une forme, j'aime pas le terme parce que de régularisation administrative, mais il y a aussi quand même, mais plusieurs centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui ne trouvent pas de médecin traitant et donc sur lequel il faut qu'on s'organise collectivement avec les médecins pour voir comment on leur apporte des réponses. Sur les assistants médicaux, je ne rentre pas dans le détail, on a publié des choses, on pourra y revenir si vous le souhaitez, docteur, honnêtement. Mais d'ailleurs,
Honnêtement, c'est pas nous qui l'avons inventé. Je veux dire, dans tous les pays du monde et dans d'autres systèmes. Et c'est les médecins d'ailleurs qui ont testé le truc et qui nous ont dit, bah en fait, regardez, si j'ai une personne auprès de moi administrative qui me décharge un peu, je gagne du temps, je prends plus de patients. Voilà. Et donc on pense qu'en effet, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Docteur Genotti qui m'avait demandé. On va peut-être aussi aller un chouïa plus loin sur les remplaçants. C'est un lampadaire, les remplaçants, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde, pour éviter de regarder ailleurs, on les montre du doigt. C'est une façon aussi de beaucoup stigmatiser les jeunes, comme on les a vus. On a des élus, là je ne parle pas de la CNAM, qui reste notre partenaire vraiment au quotidien. On se bagarre, hein, vous le voyez bien, on n'est pas d'accord sur certains trucs, mais quand même, on a vraiment des objectifs qui se rejoignent. Mais quand on regarde les élus locaux, quand on regarde les députés, quand on regarde le ministre, où l'horizon, c'est les prochaines vacances, comment je vais y arriver, la prochaine épidémie de bronchiolite, comment je vais y arriver, ma prochaine réélection, comment je vais y arriver, on n'a pas de vision à long terme. Et ils n'entendent pas tout ce que vous nous dites là, ils ne l'entendent pas, ça, je suis ahurie. Le mot n'est pas trop fort, parce que j'ai usé ma salive dans tous les bureaux où j'ai pu aller, là où on a daigné me recevoir, parce qu'en haut d'en haut, comme on dit en Afrique, ça on n'a pas daigné, on n'a pas cette importance-là quand même. Mais partout, j'ai expliqué les choses, partout, j'ai dit, mais attention, les gens vont partir. Et là, je pense peut-être qu'ils commencent juste à le percevoir. Le nombre de patients sans médecin traitant, bien sûr qu'il va augmenter. Et bien sûr qu'on ne va pas pouvoir tout écumer si ça continue comme ça. Des PPL, vous en voulez, vous voulez nous contraindre, mais allez-y, faites écrouler le système et puis vous assumerez les conséquences, les gars, allez-y. C'est pas une bonne solution, on vous aura prévenu. Vous pouvez reprendre tous les textes, toutes les interviews, tout. Vous étiez prévenus, vous le saviez. Donc, à partir de là, comme ils n'ont pas de vision, c'est des rustines avec des mesures totalement improductives et aléatoires qui ne construisent rien. On a besoin d'un plan avec une vision et c'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc comment on peut piloter? Alors pourquoi on regarde les remplaçants? Les remplaçants, j'ai regardé les chiffres, c'est passé royalement de 4% à 5%, bon, de la proportion en gros. Mais il y a 40% des médecins généralistes qui font autre chose qu'être médecins traitants. Merde, c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. C'est eux, au moins un bout. S'il y en a 5% qui reviennent, eh ben on sera moins mal. Alors si vous ne faites pas court, ceux derrière vous ne posent pas de questions. Donc, voilà. Ce sera court, merci. Un gros regret, une petite question. Je regrette qu'au long de tous ces échanges, pendant la durée de la convention, on n'ait pas mentionné le terme de qualité et qu'il a été question que de quantité. Quand on sait à quel point la qualité qu'on met en œuvre à chaque consultation peut permettre une amélioration de la santé de la personne et surtout une réduction des coûts pour la société qui est faramineuse. Et donc, ma question, c'est à chaque consultation, tout ce qu'on met en œuvre, le nombre de motifs qu'on traite, la complexité des situations, le biopsychosocial et l'exigence qu'on a en termes de formation continue pour se tenir à jour de tout ça. Pourquoi, Monsieur Fato, nous ne sommes pas au niveau de la consultation des spécialistes d'organes? Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, Erwan Jeker, je suis un jeune médecin généraliste remplaçant à Nantes. J'ai fait de la vaccination, je fais de la régulation SAMU, je fais du SOS médecin, je vais à 3h du matin dans les quartiers où à Nantes on ne veut pas aller. Je veux dire juste que la médecine de demain ne sera pas sans nous, sans les jeunes remplaçants et qu'il faut vraiment nous inciter demain à nous installer. Ça, c'est la première chose. Ma question maintenant, on a parlé de l'enveloppe fermée de la CNAM, mais on n'a pas parlé des milliards de bénéfices que se font les mutuelles. À quel moment on va les faire rentrer en compte pour jouer dans la revalorisation des soins? Merci. Et dernière question. Bonjour. Bonjour. Je suis Clémence El Maliki, je suis médecin généraliste installée depuis 5 mois maintenant à Toulouse centre-ville. Je me suis installée 11 mois après la fin de mon internat. Et donc je suis en plein milieu, c'est une grande métropole. Et au moment où je me suis installée, j'ai d'emblée reçu des personnes qui venaient me voir en me disant « Est-ce que vous accepteriez d'être mon médecin traitant ?» Parce que jusqu'à présent, j'ai eu que des refus. Et moi, ben, oui, je viens d'être installée. Par contre, je suis en transition de genre. J'ai une hormonothérapie pour la transition. Je dois avoir une chirurgie de réassignation, donc complètement hors AMM sur l'hormonothérapie, situation complexe, médico-sociale, psychologique. Je suis l'unité d'accueil et de soins en langue des signes du CHU à Fermé de Toulouse.
J'ai le malheur d'être médecin bilingue en français et en langue des signes française. Donc je reçois des personnes sourdes qui n'ont pas accès aux soins sinon, donc consultation complexe. J'ai mon enfant qui est autiste et qui est polyhandicapé. Je ne trouve pas de médecin traitant. J'habite à 80 km de chez vous, mais vous êtes la seule qui accepte de me recevoir. Et du coup, moi, je suis à 1 700 € par mois, en fait. Et j'en ai discuté avec mes collègues parce que je me suis dit, mais je fais mal les choses, je suis trop lente, je travaille de 8h30 à 20h30, 3 jours et demi par semaine. On en a discuté avec mes collègues et elles m'ont dit, mais comment tu fais? Tu peux pas expédier des consultations, la cystite? Je dis, mais j'ai pas de personnes qui ont des cystites. Et la contraception, ouais, sauf que les gens, ils viennent pas que pour la contraception, ils viennent pour... Enfin, j'ai énormément de pathologies de santé mentale. Et du coup, là, ça fait 5 mois que je suis installée et je suis extrêmement inquiète. En fait, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir et je sais pas comment je vais m'en sortir. Et je sais pas si c'est moi qui suis... Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis nulle. Enfin, je me remets en question en permanence. Mais concrètement, je suis à 1 700 € par mois. Alors, j'ai pas la ROSP, tout ça, parce que je viens de m'installer, mais ça m'inquiète beaucoup. C'est un témoignage. Merci pour ce témoignage. Je vais vous demander une réponse et un mot de conclusion en même temps à tous, pour qu'on puisse terminer ensuite. Deux mots d'abord pour dire... je ne crois pas qu'on ait parlé que quantité et la qualité des soins et l'accompagnement des médecins, ce que peut faire l'assurance maladie pour les aider. On a beaucoup parlé ROSP et simplifier la ROSP, diminuer par 2 le nombre d'indicateurs, en faire un forfait de prévention de santé publique recentré sur notamment dépistage, vaccination, lutte contre l'antibiorésistance. C'est de la qualité. On a proposé aux médecins de s'engager avec eux, de les aider sur tout ce qui est transition écologique, décarbonation, santé environnement, juste prescription, sobriété. Tout ça, c'est des vrais enjeux. Pour nous, c'est des vrais enjeux. Donc on souhaite approfondir la discussion sur médecine générale versus médecine spécialisée, enfin spécialiste de médecine générale versus spécialiste d'organes, comme vous l'avez dit, je le redis. Cette convention était majoritairement destinée à flécher des financements vers la médecine générale, et ça reste notre objectif de rééquilibrer les choses. Voilà, donc ça reste fondamentalement ce qu'on veut faire. Voilà ce que je veux dire sur ces deux sujets, et en étant évidemment en soutien des médecins généralistes sur le terrain. Oui, je crois que quand on a de tels problèmes de démographie médicale pour les médecins généralistes, on doit aussi changer dans notre approche, et surtout au niveau des politiques, on le voit au niveau des parlementaires, c'est arrêter d'aborder la problématique sur le plan de l'accès aux soins. Parce que c'est là qu'on débouche sur les centres de soins non programmés, sur la téléconsultation qui consomment du médecin généraliste, du médecin traitant. Et très clairement, quand ils font ça, ils sont plus médecins traitants pour faire le suivi de pathologies chroniques. On doit... Quelque part, on doit partir sur nos territoires, mais c'est les besoins de santé de la population. Comment on s'organise pour prendre en charge des besoins de santé? Les besoins de santé, si j'ai mal au genou, c'est pas forcément d'avoir une consultation dans 3/4 d'heure, dans 1 heure, ça peut être dans 1 semaine. C'est comment on s'organise. Et quand je vois aujourd'hui se développer, quand je vois on a plein de remontées au niveau du syndicat depuis 15 jours, que je vais pas le nommer, mais que la prise de rendez-vous sur Internet oriente mes patients parce que j'ai cette prise de rendez-vous-là sur Medadom, sur les télécabines, mais alors que oui, en effet, on a le rendez-vous dans 3/4 d'heure. Ben oui, personnellement, on pouvait l'avoir dans 3 jours avec moi. Aujourd'hui, c'est travailler sur les besoins de santé, et il se met en place plein d'organisations. La santé, quelque part, ça rapporte beaucoup d'argent à beaucoup de gens, hein. Et que quelque part, je pense que c'est pas concevable avec le travail du médecin traitant, du médecin de famille, du suivi des patients atteints de pathologies chroniques. Merci. On a démarré les négociations où on avait dit depuis longtemps qu'on avait une ligne rouge, c'était la remise à niveau et non pas la valorisation, la remise à niveau de la consultation de base à 30 €. Bon, cette ligne rouge-là, elle va rester. Il faut remettre notre consultation de base à niveau, donc elle ne va pas bouger. Mais j'en ai acquis une deuxième ligne rouge pendant les négos. Quand j'ai vu que la consultation de base du spécialiste était aujourd'hui à 30 €,
Alors que nous, on est irresponsable quand on imagine ça. Ça veut dire un différentiel de la consultation du spécialiste d'organes par rapport au spécialiste de la médecine générale. Je ne l'avais pas mis comme ligne rouge parce que je pensais que ça appartenait au siècle dernier, mais non, c'est au siècle d'aujourd'hui. Donc ça, c'est non. Bon, on va s'en sortir parce qu'on est ensemble, parce qu'on est encore 47 000, parce qu'on est indispensable, mais il faut absolument continuer à être ensemble, mais on est ensemble aux côtés de la CNAM. On va continuer à bagarrer parce qu'on ne sera encore pas d'accord sur les chiffres. Mais bon, si on est au moins d'accord sur les objectifs, si on est au moins d'accord et que le pouvoir politique de décision des enveloppes, de décision des orientations va dans un sens qu'on peut partager, on va y arriver. Sur le terrain, il faut non seulement qu'on soit ensemble pour aller à la bataille politique, mais il va falloir qu'on s'entraide parce qu'on est tous en difficulté. Donc l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on s'entraide pour rester là. La population a besoin de nous, nous-mêmes avons besoin de nous, le système de santé, le pays a besoin de nous. Donc il faut absolument qu'on arrive à gagner et la bataille politique et la bataille de rester en bonne santé, pour ne pas partir, donc on va se protéger, mais on va rester là et on va continuer à soigner les gens. Il n'y a pas un plus beau métier que le nôtre, il n'y a rien à faire, on va le défendre. Merci. Alors après 35 ans de syndicalisme, où les choses ont continué vaille que vaille pour en arriver là, on est là à un tournant, et ce qui est intéressant, c'est pas le contenu, parce que le contenu, on est à peu près tous d'accord de ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est comment on va y arriver. On a en face de nous un pouvoir politique, des élus qui ne veulent pas investir sur la médecine libérale, qui ne veulent pas investir sur la médecine générale. Ils n'ont pas compris, c'est ce qu'on a souligné. Il va bien falloir qu'ils comprennent. Et la convention n'a pas été signée parce qu'elle n'était pas signable par le contenu, mais aussi parce qu'elle n'était pas signable par le terrain. Aujourd'hui, les médecins sont organisés. Les médecins ne se laissent pas faire. Je n'ai jamais connu un moment où la moitié des médecins de mon département sont sur des WhatsApp, où on échange, où on se prépare et où on est capable de se mobiliser. Et donc je suis absolument convaincu qu'il y a eu un changement. Il y a une prise de conscience qu'on partage d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment que les choses changent. Mais surtout, le terrain, il est prêt à se défendre et il est prêt à ne pas se laisser faire. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et c'est la bonne nouvelle. Merci. Merci à tous pour votre présence. Merci pour les échanges. Merci la salle pour les nombreuses questions.